et réparer l'histoire nationale. Une proposition parlementaire du député national André Mbata pour élever Kimpavita, Simon Kimbangu et Étienne Tshisekedi Wamulumba au rang des héros nationaux. On en parle avec Robert Ndaye et Turbo Chimanga. À quelques jours de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le député national et président de la commission PAJ, le professeur André Mbata Soumango, a officiellement déposé une proposition de résolution portant admission dans l'ordre national des héros nationaux de 3 personnalités historiques, la prophétesse Kimpavita. Pourquoi la prophétesse Kimpavita? Kimpavita, vous le savez, c'est une dame, une personnalité historique qui a vécu au XVIIIe siècle. Tout le monde sait qu'elle a été brûlée vive à Evolulu en 1702. Elle a été brûlée vive et elle est son bébé, parce que Kimpavita, c'était le symbole même de la résistance à la colonisation. Papa Simon Kimbangu. Kimbangu, il est mort, d'abord condamné à mort. La peine a été commuée en emprisonnement à perpétuité. Il est finalement mort à Lubumbashi, à Elisabethville. Mais son héritage est lourd, parce qu'il est aujourd'hui l'auteur, le fondateur de la plus grande église africaine qui se trouve au Congo. L'église Kimbangu, si vous l'avez au pays, vous l'avez à l'extérieur du pays, ce sont des millions de fidèles qui ont suivi le prophète Simon Kimbangu. Je l'ai dit, c'est l'un des pères de l'indépendance. Et docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba. Étienne Tshisekedi, c'est quoi? C'est un nom. Étienne Tshisekedi, c'est un nom catégorique à l'injustice. Étienne Tshisekedi, c'est un non absolu à la dictature. Étienne Tshisekedi, c'est un non absolu aux antivaleurs. Il aura sacrifié bien sa vie lui-même. La vie d'Étienne Tshisekedi aura été un cantique d'emprisonnement, cantique de relégation, cantique d'emprisonnement. Voilà donc un homme qui a jeté les premières bases de l'état de droit démocratique dont nous bénéficions aujourd'hui. Il s'agit d'une résolution pour réparer l'histoire en honorant des personnalités ayant contribué à l'éveil de la conscience nationale. Et vers une mémoire nationale protégée, la RDC prépare une loi historique pour préserver les souvenirs de 3 décennies de guerre. Éric Kabamba. Comment dire plus jamais ça, ou encore plus jamais seul quand la mémoire s'efface et que certains nient l'évidence? C'est à cette question que tente de répondre l'avant-projet de loi discuté depuis le lundi 27 mars à Kinshasa. Lancé par la commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes, avec à ses côtés le FONAREV, cet avant-projet porte sur la préservation du patrimoine mémoriel lié aux crimes contre l'humanité et la répression du négationnisme des génocides commis en RDC. Le directeur de cabinet du ministre des Droits humains, Mbosso Ngalala, a ouvert ses travaux qui iront jusqu'au 1er mai. Pour le coordonnateur de la CIAVAR, Blaise Ndombe, la RDC est agressée depuis plus de 30 ans. Des crimes de masse ont été commis, mais également des génocides reconnus. Pourtant, le négationnisme prospère. Cette loi vise à les réprimer et à protéger les lieux de mémoire, les archives et les témoignages. Il s'agit d'abord d'un cadre normatif qui n'existe pas. C'est une loi qui vient valoriser en fait la mémoire collective. À titre d'exemple, nous avons des sites de massacres qui aujourd'hui sont lotis. Et donc, les traces de ces massacres disparaissent, alors que lorsque la loi sera votée, effectivement, ces sites seront protégés. À part ça, il y a aussi cette protection qui vise à pouvoir prévoir des dispositions soit administratives, soit pénales à titre de sanction pour toutes les personnes qui peuvent contrevenir à cette protection. Le directeur général du FONAREV, Patrick Fata Makunga, était également présent. La CIAVAR et le FONAREV veulent à travers ce texte que la vérité devienne une règle et que l'impunité mémorielle prenne fin en RDC. Et la première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé ce mardi les segments politiques de haut niveau dédiés au financement durable de l'éducation à RDC. Emmanuela Commissaire et Djokoku. Refonder l'école congolaise en sécurisant son financement, c'est le défi lancé ce mardi à Kinshasa par la première ministre Judith Suminwa Tuluka lors du segment politique de haut niveau consacré au financement durable de l'éducation organisé par le ministère de l'Éducation nationale. L'objectif est j'ai l'honneur de diriger est engagé dans une approche lucide et responsable, articulée autour de 3 priorités. Garantir la soutenabilité des réformes engagées. En effet,
La gratuité de l'enseignement est un acquis que nous devons consolider en veillant à son financement durable et à sa qualité. Mieux investir, cela implique des choix stratégiques. Investir dans la formation professionnelle, l'alphabétisation, la recherche et l'innovation, et surtout, assurer une meilleure articulation entre éducation et emploi. Troisièmement, mobiliser davantage de ressources et le faire autrement. Nous devons structurer l'engagement du secteur privé, renforcer l'alignement avec nos partenaires et développer des mécanismes de financement innovants adaptés à notre contexte. Après une décennie marquée par l'accès massif des enfants à l'école, grâce à cette réforme voulue par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement veut désormais corriger les faiblesses du système. Manque d'infrastructures, enseignants sous-payés, inégalité et faible qualité des apprentissages. Une nation ne prépare pas son avenir seulement par les intentions qu'elle proclame. Elle le prépare par les choix qu'elle assume pour son école, pour ses enseignants et pour sa jeunesse. C'est le sens de ce segment politique de haut niveau consacré au financement durable de l'éducation et de la formation en République démocratique du Congo. Objectif affiché pour la stratégie 2026-2030, bâtir une école plus performante, équitable et durable, avec des financements mieux gérés, l'appui du secteur privé, ainsi qu'un accent mis sur la formation, la recherche et l'innovation. Examen d'État 2026, la dissertation ouvre les balles et même les superviseurs sont prêts à traquer la moindre copie inspirée. La 59e édition de l'examen d'État débute officiellement le 4 mai avec les épreuves hors session. 280 superviseurs nationaux ont été déployés et formés par l'Inspection générale de l'éducation. Lucilla Vichisenda. Examen d'État 2026, le compte à rebours est lancé pour la 59e édition. Dès le 4 mai prochain, la dissertation ouvre les épreuves hors session sur toute l'étendue de la RDC. 280 superviseurs nationaux ont été déployés, briefés et outillés par l'Inspection générale de l'éducation lors de cette réunion stratégique dans l'objectif de garantir des épreuves crédibles et sans faille. Nous sommes un pays qui a un système éducatif en pleine mutation, avec autant d'innovations que nous avons introduites cette année. Son Excellence Raïssa Malou m'a dépêché en urgence pour dire à tout le monde que la supervision, c'est voir ce qui n'a pas été et ce qui a été. Aussi vérifier tout ce qui est fixation des frais, surtout ceux qui vont arriver au niveau des chefs liés, ont pour mission aussi d'échanger avec leurs excellences les gouverneurs de province pour que nous n'ayons pas des écarts si grands entre les frais que la MINETA fixe et ce qu'elle fixe. Nous avons aussi insisté sur les rôles exacts de missionnaires. C'est lui d'être tous les jours dans des centres, mais aussi d'évaluer jour après jour leurs actions. Sur le terrain, ils devront également veiller à la discipline dans les centres et empêcher toute dérive, notamment dans les filières techniques. Message ferme du ministère transmis par sa conseillère juridique Titi Malungu, tolérance zéro pour les irrégularités. Pendant 15 jours, tout sera passé au crible jusqu'à la dernière étape, la pratique professionnelle. Un seul mot d'ordre, rigueur, transparence et réussite pour tous les finalistes. Commerce RDC Angola. Le vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba sur le terrain pour transformer la frontière en véritable moteur économique. Il a effectué pour ce faire une visite de travail dans plusieurs postes frontaliers, notamment celui des Lufuro dépendants. Première étape de cette tournée du vice-premier ministre de l'économie nationale, c'est le poste frontalier de Noki à Matadi. Accompagné des autorités provinciales et des responsables de la douane, Daniel Mukoko Samba est allé s'imprégner des réalités de travail des agents de l'État et des opérateurs économiques engagés dans les commerces frontaliers. Après Noki, cap sur la société congolaise des ports et des pêches Sokopé, l'un de 2 grands ports de la ville disposant d'une capacité d'accueil de 2 navires. Autrefois, cette infrastructure jouait un rôle important dans l'approvisionnement en grande quantité de poissons. La dernière étape
étaient les postes frontaliers de Lufu, principal corridor commercial de la province. Sur place, Daniel Mukoko Samba a échangé avec les services opérationnels congolais avant de rencontrer les autorités angolaises conduites par les vice-gouverneurs de la province d'Udo Zahir, Angela Maria Botelu de Carvalho Diogo. Au centre des discussions, la mise en œuvre d'une feuille de route commune entre Kinshasa et Luanda. Objectif, simplifier le commerce transfrontalier, harmoniser les procédures douanières, moderniser les systèmes de paiement et lutter efficacement contre la contrebande ainsi que les pratiques informelles. Cette mission, elle fait suite au 3e forum économique entre la RDC et l'Angola. Nous avions convenu de mettre en place une feuille de route pour qu'elle nous permette de réaliser les engagements que nous avons conjointement pris et tout ceci dans le but de lutter contre la contrebande et d'autres pratiques informelles qui malheureusement pour le moment dominent les échanges commerciaux entre nos deux pays. Cette mission dans les postes frontaliers de la province du Congo central s'est achevée par une rencontre avec l'association des déclarants en douane. Le vice-premier ministre de l'économie nationale les a appelés à renforcer le civisme fiscal et contribuer pleinement à l'assainissement du climat des affaires. Marché public en RDC 16 ans après, on en parlait déjà dans le titre, l'heure est au bilan. L'ARMP réunit les acteurs du secteur public pour évaluer les acquis de la réforme du marché public et tracer en même temps de nouvelles perspectives. Rikin Zuziloya. Depuis qu'elle est née, la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public vient de totaliser 16 ans d'existence. Ce texte majeur qui a marqué un tournant décisif dans la réforme du système de passation des marchés publics en RDC. Pour marquer cette journée commémorative, l'autorité de régulation des marchés publics ARMP, sous le leadership du directeur général Maître Claude Kayembe-Mbaye, a organisé un important atelier d'évaluation des acquis de la réforme engagée dans ces secteurs. Aujourd'hui, nous célébrons un jalon important de l'évolution de notre système de la commande publique. 16 ans après son entrée en vigueur, c'est le moment où l'on doit cesser d'évaluer notre cadre légal sur base des intentions du législateur pour le juger exclusivement sur son efficacité sur terrain. La séparation des fonctions entre l'ARMP, la DGCMP et les CGPMP a permis de briser le monopole de la décision, créant ainsi un mécanisme de recours indépendant. Plusieurs acteurs clés du système de passation des marchés publics ont pris une part active et les échanges ont permis aux participants d'examiner les progrès réalisés, mais également de relever certains défis liés notamment à l'application effective des textes, au renforcement des capacités des acteurs, à la digitalisation des procédures ainsi qu'au respect des principes de transparence et de redevabilité. 4 recommandations ont été formulées, à savoir mettre à jour le cadre légal et son manuel, professionnaliser les acteurs, renforcer l'autonomie des organes, soutenir et protéger enfin les acteurs du système pour un bon exercice de leurs fonctions. Ouvert par le directeur général, cet atelier a été clôturé par le directeur général adjoint Jimmy Ngalo. Décisions, mesures, résultats et perspectives, les briefings presse d'hier étaient consacrés à la sous-traitance. Jacques Amouba nous en dit un peu plus. Au cours des échanges, le thème « Régulation de la sous-traitance, décisions, mesures, résultats et perspectives pour les PME congolaises agréées en vue de la création d'une classe moyenne en République démocratique du Congo ». Miguel Kachal Katembe a expliqué que la sous-traitance dans la chaîne des valeurs a des impacts directs sur la population, notamment à travers la création d'emplois, une vision chère au chef de l'État. Le directeur général de l'ARSP a saisi cette opportunité pour présenter des statistiques sur les performances de son établissement durant la période 2022-2025. La sous-traitance ou la chaîne des valeurs a de l'impact direct dans nos populations tous les jours, avec pour conséquence la création massive d'emplois, vision chère au président de la République qui a promis plus de 6 millions d'emplois. Nous sommes en train d'y aller progressivement. Sur toute l'étendue du territoire national, il n'y avait que 300 millions de dollars comme chiffre d'affaires et à plus de 2 milliards de dollars en 2023. Et en 2024, nous sommes allés à plus de 2 milliards 4
Et en 2025, nous sommes allés à plus d'1,7 milliard. La sous-traitance ne se limite pas au secteur minier, a dit le directeur général Miguel Cachal-Katembe. Elle concerne l'ensemble des secteurs d'activité. Les opérations de contrôle ont aussi été menées dans plusieurs provinces, au Katanga, Congo central, Kwilu et Kasaï oriental. Répondant aux questions de la presse, Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, a fait le point sur l'établissement du processus de paix de Doha. Depuis les dernières discussions qu'il y a eu à Montreuil en Suisse, sous les auspices évidemment du gouvernement américain, en appui avec la médiation qatari, on a signé les mémorandums qui permettent l'opérationnalisation du mécanisme des cessez-le-feu, pendant que nous sommes engagés dans un processus de paix où nous discutons, mais le père et le fils, en l'occurrence le Rwanda et la FCM 23, continuent les agissements sur terrain spécifiquement dans les hauts plateaux, mais nos forces armées sont pleinement mobilisées pour contenir toutes ces actions. Je dois rappeler aussi, il y aura des points qui seront abordés, notamment sur le protocole humanitaire pour nos populations qui sont bloquées par cette situation. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs réagi à une question en rapport avec les migrants. Tout en insistant sur la transparence voulue côté gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe a insisté sur le caractère temporaire du séjour de ces personnes. L'exercice de redevabilité fait école. Cadre idéal d'échange d'informations. Très bénéfique et riche d'enseignements, Briefing Presse permet d'élargir les connaissances pour éradiquer l'ignorance. Entre liberté d'expression et dérive numérique, le gouvernement hausse le ton face au dérapage en ligne. Lors justement de ces briefings presse, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a élargi les débats sur l'ensemble de l'actualité nationale. On l'écoute. Alors, je fais un parallélisme avec ce qu'a posé comme question Madame Rehema, parce qu'évidemment, ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, bien au-delà de la critique, parce que n'oubliez pas que nous sommes la République démocratique du Congo, et que depuis les débuts de ces conflits avec le Rwanda, nous avons fait le choix de préserver ce que nous avons comme acquis démocratique. Je peux rappeler même un peu plus tôt, y compris pendant une période de tension, pendant la période électorale en décembre 2023, l'Internet n'a pas été censuré comme on le voyait par avant. C'est-à-dire que nous avons fait le choix de la démocratie par conviction. Mais nous observons par ailleurs que l'usage de ces démocraties, notamment sur les réseaux sociaux, pose problème. Parce que on a droit à la critique, mais on n'a pas droit à l'insulte, on n'a pas droit aux menaces, on n'a pas droit au harcèlement. Il y a des principes, des droits qui doivent être connus de tous. Autant nous tenons à la Constitution dans ce qu'elle prévoit en termes de promotion des respects des libertés, autant cette Constitution prévoit aussi que les droits des uns et des autres qui sont lésés puissent obtenir justice. Je dois vous rappeler peut-être qu'on refera une communication spécifiquement à ces sujets avec le ministre de la Justice autour de la circulaire qu'il avait publiée pour que les uns les autres sachent que dorénavant, il ne faut pas considérer les réseaux sociaux comme un espace de libertinage où vous pouvez aller dans les attaques, dans les insultes, dans la diffusion des messages de haine, des messages contre toutes les personnalités publiques ou pas publiques. Ce que nous vivons sur nos réseaux sociaux, c'est un dérapage. Et donc, lorsque nous faisons ces rappels, ce n'est pas que nous voulons mettre l'épée sur chacun de nos compatriotes, on ne sera jamais derrière tout le monde, mais pour que les uns et les autres fassent un usage responsable des réseaux sociaux et qu'on sache situer la limite entre la décence, entre la courtoisie, entre la critique et les insultes. C'est une invitation qui est faite à tous. J'espère que les journalistes pourront aussi, chacun à leur niveau, y contribuer. Il y va de la nécessité, de la salubrité de notre démocratie, si je peux emprunter cette expression. En séjour à Kinshasa, l'ambassadrice de la RDC aux États-Unis, Yvette Ngandou Kapinga, a échangé avec l'APCSC sur le renforcement du partenariat stratégique et la diversification des investissements. Gaëtan Magalano. Reçu au siège de l'agence de pilotage de coordination et de suivi de conventions de collaboration par Maître Freddy Odichembo, directeur général, renforcement de partenariat stratégique, diversification des investissements ainsi que le positionnement de la RDC sur la scène internationale, sujet au menu de cette rencontre.
L'objectif étant de faire le point et peut passer en revue un peu le panorama de notre coopération. Comme peu de personnes le savent, mais a été consacré l'inclusion de l'APCSC au même titre que la CEC dans les locaux de l'ambassade à Washington DC, dont l'objectif, cette espèce de fusion entre différentes administrations de la RDC et de faire front commun au niveau international, particulièrement aux États-Unis d'Amérique, pour essayer de canaliser toutes ces aspirations que nous avons non seulement au niveau congolais, mais également du côté américain, pour accroître la coopération économique, la coopération commerciale entre nos deux pays. Et donc c'était important. Je crois que c'est opportun régulièrement que les chefs de ces administrations, moi-même pour l'ambassade, mais aussi le DG de l'APCSC, puissions faire le point à la lumière de l'accord stratégique que le chef de l'État a signé avec les États-Unis d'Amérique, voir comment nous pouvons renforcer le dispositif autour de cela et rendre encore plus opérationnel, plus actionnable ce cadre pour des résultats encore plus concrets. Par ailleurs, les grandes échéances internationales à venir ont été évoquées, notamment comme levier de visibilité pour la RDC, parmi elles la Coupe du Monde 2026, perçue comme une opportunité majeure pour promouvoir l'image et l'attraction du pays à l'échelle mondiale. Une délégation sud-africaine est arrivée à Kinshasa pour lancer la phase concrète des investissements structurants destinés à accélérer l'industrialisation de la République démocratique du Congo et puis dans des secteurs, il faut le dire, clés, un travail qui s'est fait avec les fonds de promotion de l'industrie. Alain Bikaï. Porté par le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Hervé Claude Toumaba-Tukonke, ce partenariat entre désormais dans sa phase opérationnelle. Une équipe de l'IDC conduite par sa CEO, a eu une séance de travail approfondie avec les responsables du Fonds de promotion de l'industrie. Les échanges ont porté sur les opportunités d'investissement sud-africain et le chronogramme des activités avec un accent sur l'agro-industrie, les mines, l'énergie et la pharmacie. La délégation a été aussi reçue par le ministre des Mines, Louatum Kabamba, qui a salué l'initiative et réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner ces partenariats. Il a notamment apporté des éclairages sur les potentiels miniers congolais, particulièrement en minerais critiques et métaux rares qui suscitent un vif intérêt des investissements sud-africains. Les consultations se poursuivent toute la semaine avec plusieurs ministères afin de faciliter les démarches administratives liées aux investissements. Cette dynamique s'inscrit aussi dans l'action diplomatique avec l'implication de l'ambassadeur de la RDC à Pretoria, John Nyakero. Et avant de boucler complètement ce journal, nous découvrons ensemble cette nouvelle. Eh bien, l'autorité congolaise des réglementations pharmaceutiques appelle les établissements de fabrication, d'importation, d'exportation et de distribution des cosmétiques, aliments et boissons au respect de la réglementation sur les normes en vigueur en République démocratique du Congo. Désormais, les autorisations d'importation et d'exportation des produits précités si hauts sont exclusivement délivrés par la COREP. Les établissements de fabrication, d'importation, d'exportation et de distribution des 10 produits sont tenus de se faire enregistrer ainsi que leurs produits à la COREP. Et sur place, toute autorisation délivrée par un service autre que la COREP est illégale et susceptible de poursuites judiciaires. Un délai de 3 mois est accordé aux demandeurs, aux requérants de se faire enregistrer pour disposition utile. Cette circulaire porte la signature de Christian Tumbangoy, directeur général de la COREP. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été fidèles au rendez-vous. 23h, Bobo Anan Mokonzi et 7h, Serge Merlin Mata. Je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. Bonsoir chez vous et santé des fers à tous.